Je me présente, Pierre Manière, je suis journaliste à la Tribune et je couvre les télécommunications et les médias. Et donc, on va parler Internet des objets avec Ludovic. Donc, en introduction, quand même, pour rappeler brièvement ce que c'est que l'Internet des objets, jusqu'à présent, on a essentiellement connecté les hommes. Et avec l'Internet des objets, on va connecter en fait tous les objets du quotidien, les infrastructures, etc. ces prochaines années. Alors l'Internet des objets, en fait, ça existe déjà. Il y a déjà des réseaux de télécommunications qui permettent de le faire, mais justement en haut débit avec la 3G, la 4G, on connecte déjà des voitures, on connecte déjà des avions et puis toutes sortes d'infrastructures, mais en haut débit. Et en fait, il y a de nouvelles technologies qui ont vu le jour ces dernières années dans ce domaine-là, et dont les réseaux à bas débit. Et ces réseaux bas débit, ils ont une particularité, c'est ils permettent en fait de connecter des objets pendant très longtemps, grâce à des capteurs qui sont autosuffisants et avec des batteries qui peuvent durer parfois pendant des années, donc il n'y a pas besoin de les alimenter. Et ils sont connectés à Internet en envoyant des messages très courts, des messages qui sont liés par exemple à des positionnements GPS. On peut utiliser ces capteurs pour relever des températures, pour voir quels sont les flux d'eau par exemple sur certains canaux. Et donc, Sigfox a été un pionnier en fait dans ce domaine-là ces dernières années. Donc, Ludovic, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu Sigfox, dont vous êtes le cofondateur et le dirigeant actuel? Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, l'Internet des objets, c'est très vaste. Donc, j'ai essayé aujourd'hui de vous imaginer plus précisément ce que c'est, mais vous parlez aussi des enjeux, parce que on sait très bien qu'il y a nos données créées, cognitives, créées par l'humain, depuis maintenant un certain nombre d'années sur Internet, ont été préemptées par les GAFA, donc tous ce qu'on appelle Google, Amazon, Facebook, et pareil, leur équivalent, Baidu, Amazon, Tencent et Xiaomi en Chine. Donc ils détiennent nos données et c'est des combats qui sont perdus pour nous. Donc on a laissé partir une foultitude de valeurs en Chine et aux États-Unis. Maintenant, la nouvelle vague qui arrive, ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est connecter tout ce qui n'est pas généré par le cerveau humain, globalement, tout ce qui est géré par les capteurs, on parle là par les infrastructures, qui est dans votre domaine, toute infrastructure confondue, et ensuite les capteurs qu'on a ramené tout de même sur nous bientôt, les capteurs d'activité, les capteurs dans les températures cardiaques, toutes les grandeurs physiques qu'on va mesurer. Donc celles-là, on est en train ça arrive, il y a une montée en puissance de cette connectivité-là, de ce besoin-là, et c'est un espace nouveau qui, pour une fois, dire qu'il est prompté par la France et l'Europe, c'est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas encore atteint, pour moi, le seuil pour pouvoir affirmer ça, mais on est en train de le faire. Donc c'est quand même, pour moi, important d'avoir ça en tête, parce que on rentre dans une période où la donnée devient critique. C'est l'or, j'appelle ça l'or digital, comme il y avait l'or noir avec le pétrole. Et donc, c'est vraiment ce qui va, à mon avis, structurer l'économie dans les années à venir. Et si on ne possède pas en Europe nos propres données, il y aura un déséquilibre colossal qui permettrait peut-être plus à l'Europe de revenir un jour dans la course. Donc ça, c'est vraiment pour moi la vision et ma vision qui prédomine, ce que je vais vous dire après par rapport à Sigfox, qui pour moi est la seule infrastructure mondiale qui plus est basée en France. Alors, Bruno a dit, le siège est à Toulouse. Et donc l'idée, avec Christophe Fourté, qui est le cofondateur en 2011, on a décidé de faire cette première infrastructure mondiale. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à installer des antennes dans le monde entier. Aujourd'hui, on est dans 47 pays. On essaye de dépasser 60 avant la fin de cette année. Donc on installe des antennes qui font 50 cm de haut, qui sont assez légères, qui consomment très peu d'énergie, 30 watts. Et on les met sur les toits, sur des tours, parfois à côté des antennes des opérateurs. Et on maille le monde entier. Donc c'est quelque chose qui paraît complètement improbable. Moi, je dis souvent, c'est impossible de réussir cette aventure-là. C'est-à-dire que je pense qu'on peut donner une image d'un labyrinthe avec des dizaines de milliers d'entrées. Il y a une seule qui amène à la sortie. Et pourquoi? Ce serait un peu compliqué à dire. Et pour tout dire qu'on
qu'on avait une recette miracle dès le départ, c'est qu'on a avancé avec énormément d'énergie, de résilience et l'écoute des signaux faibles, puis on arrivait à naviguer et à sortir cette première infrastructure. Il n'existe pas d'autres infrastructures dans le monde qui couvrent, aujourd'hui on couvre à peu près 1 milliard de personnes, et c'est dans cette infrastructure-là, déverse ces données sur un cloud, dans des serveurs qui sont en France, en Europe. Pour être clair, Sigfox est un opérateur de télécommunications. Alors, opérateur de télécommunications, c'est ce qui est le plus proche de ce qu'on connaît. En soi, on n'est pas dans les télécoms, parce que peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais les acteurs des télécoms sont très en colère contre Sigfox, parce que on amène une rupture dans ce qu'ils avaient imaginé être leur relais de croissance. Si on sait tous que le mobile, les tablettes et autres, s'il y a une stagnation, on a tous parfois 2 mobiles, et donc c'est compliqué de voir une croissance là-dessus. Donc l'Internet des objets, c'était pour eux le moyen de dire, bah voilà, on va pouvoir continuer à créer des revenus. Alors ils poussent la 5G, qui à mon avis encore est une ineptie aussi, mais on en parlera aussi. Mais, donc pour moi, là, il faut bien comprendre, pour finir de répondre à la question des télécoms, c'est qu'on n'est pas dans les télécoms vraiment, parce que ce qu'on a fait, c'est plus proche de l'astrophysique que de la télécom. C'est-à-dire que pour être capable d'atteindre, on est capable, donc je l'ai dit, on installe des antennes dans le monde entier, toutes reliées à travers des satellites, à travers différentes solutions à des serveurs. Et les puces qui permettent de transférer des données d'un capteur vers ce réseau, on appelle ça des modems ou des composants, peu importe, c'est un composant électronique. Dans le monde des télécoms, on parle de dizaines d'euros quand même pour ce module-là. Quand on a démarré il y a 6 ans, on était à 10-12 euros pour le module. En début d'année dernière, on était à 1,89 $. Et là, on passe à 20 centimes. Alors, la clé, c'est justement quand même le coût, parce qu'il faut pouvoir, à partir du moment où on connecte énormément d'objets, des milliers, voire des millions, voire des milliards d'objets, on doit pouvoir avoir un capteur qui est très peu cher et qui dure longtemps. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Il y a 2 enjeux. Pour nous, je me lève le matin depuis maintenant 6-7 ans pour couvrir le monde entier, donc autour de mailler la planète. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on aura fait le tour de la planète, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus 1 mètre carré qui ne sera pas couvert. Et ensuite, ça c'est un premier. Et deuxième point, c'est de faire en sorte d'amener ce coût de communication vers 0. J'expliquerai comment on fera des revenus. Parce qu'on a quand même... on a quand même levé depuis le début autour de 300 millions d'euros, ce qui est pour faire cette aventure, ce qui n'est pas neutre, et tout en restant en France et tout en restant à majorité capital européen. Donc c'est quand même c'est une gageure. J'espère que ça s'améliorera et qu'on aura ouvert aussi une voie pour que d'autres entreprises démarrent en France, en Europe et se financent en Europe, parce que dès qu'il y a besoin de beaucoup de fonds, c'est compliqué. Mais ça, c'est un premier point. Mais après, on tombe vers 0. C'est-à-dire le composant qui permet de transférer une donnée d'un capteur vers Internet, je vous dis, on commence à atteindre les 20 centimes. Et l'autre enjeu, c'est la consommation d'énergie. Alors c'est vrai qu'il y a un premier côté green, parce que s'il y a des centaines de milliards d'objets connectés, et s'il y a autant d'énergie que notre portable, ça va être catastrophique. Je ne sais pas comment on pourra faire pour alimenter ces capteurs. Donc notre enjeu, c'est de faire tendre l'énergie vers 0 aussi. Nous, on commence à parler de microwatts. Donc on était en milliwatts il y a encore quelques temps, on parle de microwatts. Et quand on commence à parler de microwatts, votre propre chaleur, votre poids sur cette chaise suffiront à générer l'énergie pour envoyer un message. Dans cette salle, ce n'est pas encore le cas, mais un jour on fera un contrat avec la FNTP pour connecter tous les sièges, j'aurai le président. Par exemple, si on est capable, pour 1 $ par siège ici, de connecter ce siège, et on saura, et en temps réel, à peu près, dire le nombre de personnes assises dans cette salle, et au fil du temps, on fait des statistiques, etc. Vous allez dire pourquoi faire ça, c'est du luxe, c'est du gadget, etc. Si c'est cher, il n'y a pas de business model. Si on est capable de ne pas avoir de batterie, que le capteur qui va être sur votre fauteuil coûte 1 $, je pense que la valeur de cette donnée-là va devenir un jour très intéressante. Et l'Internet des objets, c'est avant tout cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a une création de valeur qui est colossale dès l'instant où vous imaginez toutes les données qui existent dans le monde aujourd'hui. Et on en parlera peut-être après dans votre domaine. J'ai bien entendu que c'était des travaux publics et non pas du bâtiment. Dans le domaine des travaux publics, il y a énormément de données à collecter, vous le savez aussi bien que moi, et c'est valable pour la santé, l'environnement, l'agriculture et autres. Et donc à chaque fois, l'enjeu, c'est de se dire, toutes ces données-là dont j'ai besoin, dont je pourrais avoir besoin, dont je pourrais bénéficier, combien elles valent intrinsèquement? Est-ce que ce fauteuil connecté
savoir combien il y a de personnes dans cette salle sur la durée de l'année. Est-ce que ça vaut 1 euro, 1 dollar, ou 10, ou 5, peu importe. Ça, c'est intéressant. Il y a un métier qu'on est en train de créer, c'est data économiste, capable de lister des données et leur créer une valeur, une équation qui leur donne leur valeur. Et ensuite, l'enjeu, ça va être de la produire au moins cher possible. Et ça, c'est là où on intervient, c'est que mon point, quand je dis tendre vers zéro, c'est-à-dire plus on va réduire le coût de la connectivité, c'est-à-dire que c'est à la fois les composants, mais aussi l'énergie, la maintenance, etc., donc ce qu'on appelle le total cost of ownership, le coût d'acquisition et de production. Bah, si on fait tendre ça vers zéro, il n'y aura aucune raison qu'on ne connecte pas tout. Il n'y aura pas une seule table, une seule ampoule, une seule chose dans vos domaines, des infrastructures de route, les capteurs qu'on pourrait mettre pour jauger les contraintes sur des forts, la température, tout ce qui peut être intéressant de capter dans votre domaine. Bah, dès l'instant que c'est quasiment gratuit, où vous aurez toujours un moyen de la valoriser, de la réutiliser pour éventuellement permettre un changement, peut-être produire moins cher, entretenir moins cher les infrastructures. C'est de ça dont on parle. Donc c'est avant tout se dire que l'Internet des objets, au-delà de tout ce qu'on entend, tout le buzz, le CES, où on perd notre argent et notre temps à y aller, c'est avant tout, l'enjeu, c'est d'aller inventer ces données-là, enfin, les inventorier, et de se poser la question combien elles me rapporteraient si je les avais, et après discuter ensemble pour savoir comment on les produit au bon coût. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on les produit moins cher, on crée de la valeur. Et quand on voit l'immensité des données qu'on peut collecter, ça vous donne une perspective de trillions de dollars à aller chercher. Et c'est à nous de porter. Et pour une fois, et là je suis à mon petit côté cocorico, parce que c'est important d'avoir ça en tête aussi, c'est qu'on est en avance sur tout le monde, dans le monde entier. Donc c'est quand même, et c'est pour ça qu'il est important de prendre d'avoir conscience de ça et de se battre pour maintenir cette position-là, et non pas la laisser filer, parce qu'il y a des prédateurs autour de nous. Alors ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais concrètement, moi, je suis industriel. À quoi ça me sert de connecter mes objets en bas débit? Quel type de solution vous proposez concrètement, et puis à quoi ça sert? Alors, l'idée, je vais prendre par exemple, il y a plusieurs choses. Je pense, encore une fois, pardonnez-moi si je fais quelques raccourcis parce que je ne connais pas votre métier comme vous le connaissez, mais je vais essayer d'extrapoler ma vision de votre métier. Il y a une première chose, c'est vous avez dans vos entreprises des milliers, peut-être des centaines de milliers d'équipements, je appelle ça des assets, qui sont dans vos comptes, vous les amortissez ou autres, qui sont maintenant sur les chantiers, qui sont parfois, vous ne savez pas s'ils sont utilisés à bon escient. C'est-à-dire vous avez peut-être, je sais pas, 10 compresseurs ou 10 grues, et c'est utilisé à 5%, alors que vous pourriez vous en passer de la moitié. Donc savoir déjà où sont vos équipements, combien de temps ils fonctionnent par jour, par an, leur état de fonctionnement. Est-ce que, par exemple, un compresseur, une grue, on peut maintenant, avec des technologies qui existent, avec la vibration et autres, détecter qu'elle va tomber en panne. Il y a des signes de fatigue. Donc on peut prévoir un acte de maintenance versus se retrouver sur un chantier où la grue s'arrête, ou je ne sais pas quel équipement, et là vous avez X personnes autour qui sont, entre guillemets, à l'arrêt, donc qui ne produisent plus. Il y a un vrai impact sur votre productivité. Donc déjà, en connectant tous ces équipements-là à des prix très très bas, vous allez récupérer énormément d'informations sur votre productivité, votre efficacité en production. Vous allez peut-être pouvoir mettre en place des modèles nouveaux de partage de ressources. Parce que, est-ce qu'un compresseur, par exemple, s'il y a plusieurs entreprises sur un chantier, est-ce que ça vaut le coup d'avoir chacun son compresseur, ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se le prêter et de diminuer comme ça ses coûts? Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose, on connaît les Kiloutou ou les Loxam de la Terre. Il y a un moyen d'améliorer encore, de faire encore un cran d'amélioration sur ce type d'offre. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand vous construisez une infrastructure, j'imagine qu'elle doit être maintenue. Alors, je ne sais pas s'il y a des contrats de maintenance sur 10 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais donc vous avez des visites pour voir ce qui se passe, se contrôler que le pont il n'est pas fissuré. Voilà. En gros, pour moi, ça reste encore une fois une hypothèse, mais ça me paraît plausible au regard de mon côté néophyte de votre métier. Mais par exemple, ces contrôles que vous faites manuellement et régulièrement en envoyant quelqu'un sur site, il y a des grandes chances qu'on puisse la remplacer par un capteur. Alors je ne dis pas que c'est valable à 100% aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut remplacer par un capteur qui serait présent. Alors aujourd'hui, on ne le fait pas parce que c'est tellement cher qu'on se dit finalement, il vaut mieux envoyer une personne tous les mois, 6 mois, 1 an, faire un contrôle, plutôt que d'avoir un capteur qui nous coûte tant par mois ou tant par an.
Et donc le bénéfice n'est pas là, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la donnée, comme on sait maintenant d'évaluer son coût, et si on sait la produire moins cher, c'est intéressant de se dire finalement, je vais installer dans tous mes ouvrages des capteurs qui vont me permettre sur la durée de les contrôler et voir éventuellement même anticiper des problèmes, parce que je pense que des fois il y a peut-être des choses qui se passent sur des ouvrages d'art ou sur des routes ou autres qu'on pourrait anticiper. Aujourd'hui, avec Sigfox, vous travaillez avec beaucoup de professionnels des travaux publics, justement. Est-ce que vous avez des exemples? Alors, on commence aujourd'hui effectivement à travailler dans le domaine des travaux publics pour tout ce qui est traçabilité des équipements. Savoir, logistique, quoi. Voilà, logistique, savoir où ils se trouvent, en quelque sorte une position GPS de chacun des équipements. Dans les Algeco, par exemple, est capable de mesurer la température, l'éclairage, l'humidité, parce que des fois il y a des fuites d'eau et donc ça met en péril certains équipements, etc. Donc on est plutôt pour l'instant dans ce rôle-là. Je sais qu'il y a des discussions qui sont sur les capteurs sur les routes, capter la salinité, la température, parce que ça permettrait peut-être aussi d'envoyer des alertes en cas de passage sous une valeur de 0 ou de X degrés. Des capteurs qui sont enfouis sous les routes, carrément. Voilà. Et qui pourraient, comme je vous l'ai dit, comme on a besoin de peu d'énergie, on est capable de mettre un petit timbre solaire qui permettrait d'alimenter ce capteur-là et de plus s'en occuper. Donc, il n'y a pas avoir une maintenance, parce que je pense que le fait d'intervenir sur un capteur, ça peut devenir une structure de coût versus de bénéfice. Donc, c'est vraiment important de penser à l'énergie et d'avoir ces données-là qui sont dans le coût de production, qui sont très très faibles, parce que je pense que sur une route, je ne sais pas comment on mettrait des capteurs sur du bitume ou sur un immeuble, mais voilà. Donc nous, on commence à travailler sur ça. C'est vrai que c'est pas le plus grand marché qu'on développe aujourd'hui, mais je suis certain que si on y réfléchit ensemble, dans votre métier, s'il y a énormément de données sûrement à collecter, et là, il n'y a que vous qui pouvez y réfléchir, parce que j'ai pas votre connaissance métier, mais je suis certain, si on passait un peu de temps, il y aurait sûrement des données qui seraient intéressantes pour vous, qui amélioreraient votre rentabilité, ou vous ouvrirez des nouvelles opportunités. Et là, si on est capable de les lister et ensemble de leur affecter une valeur, après, à nous de revenir vers vous en disant, voilà, je peux vous la produire à ce prix-là, et en espérant qu'il faut que le prix soit en dessous de la valeur, sinon c'est complètement... Il n'y a pas de marché, donc on ne va pas s'amuser à connecter pour connecter. Aujourd'hui, il faut voir que l'Internet des objets, ce n'est pas un enjeu technologique. On s'en fout de connecter. Ce qui est important, c'est de produire ces données-là à un coût inférieur à sa valeur. C'est vraiment, il faut raisonner comme ça et pas se laisser emporter par les grandes vagues des opérateurs télécoms aujourd'hui qui essayent de toujours inventer une technologie d'après pour maintenir un niveau de revenu. Alors, il y a quand même une histoire de technologie. Je rebondis un petit peu sur l'exemple des capteurs qui sont enfouis sous les routes. Typiquement, c'est des capteurs munis de batteries qui sont faits pour durer des années, parce qu'une fois qu'ils sont enfouis sous une route, c'est quand même difficile de les déloger. Typiquement, ça c'est possible avec des réseaux bas débit, à basse consommation, mais ce ne serait pas possible avec un réseau 3G ou 4G, parce que ça nécessiterait une alimentation en énergie beaucoup trop importante, et puis continue surtout. Non, tout à fait. C'est effectivement, on pense effectivement l'énergie dans un réseau GSM, c'est colossal. Moi, l'exemple qu'on peut prendre, qui est une bonne analogie avec votre métier, c'est que je pense que les opérateurs ont fait des autoroutes pour passer des grosses voitures, des camions très vite, etc. Et nous, on fait des petites pistes cyclables. Parce qu'il faut aussi de la place pour les vélos et les marcheurs. Et c'est un peu ça. Donc il y a deux infrastructures qui sont nécessaires. J'ai pas du tout dit que ce que font les opérateurs, ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à maintenant, n'est pas bien. Mais par contre, il fallait, on peut pas, je pense pas, c'est inimaginable économiquement parlant de faire des autoroutes pour des marcheurs. En coût de production au mètre linéaire, c'est absurde. L'analogie de ce qu'on fait, c'est exactement ça. C'est qu'on crée ces fameuses pistes cyclables pour passer pour permettre à des piétons de traverser le monde efficacement. Donc c'est ça. Donc, et on a l'analogie, la consommation effectivement devient l'élément clé, parce que le coût est important certes, mais souvent quand on fait un calcul dans la production de données sur une période par exemple de 10 ans, on va s'apercevoir que l'autonomie de l'équipement est le facteur prépondérant du coût. Parce que le fait de changer une batterie, c'est le coût de la batterie elle-même, mais c'est aussi la personne qui va intervenir sur le site et la changer. Donc globalement, ce qui est hyper important à avoir à l'esprit, c'est la consommation d'énergie, dont mon point de la faire descendre vers zéro. Et d'énergie, il y en a plein dans cette salle. Il y a notre chaleur, il y a nos téléphones portables qui émettent des ondes
c'est de l'énergie. Notre poids, c'est de l'énergie. La lumière, c'est de l'énergie. Celle du soleil ou celle d'une ampoule. Donc l'énergie, il y en a partout, autour de nous. Donc la capter, maintenant, devient un enjeu. Et je pense que là-dessus, on y travaille aussi. Donc, voilà, donc capter l'énergie qui est autour de nous, qui est déjà là, et s'en servir pour transmettre des messages. C'est ça l'enjeu de ce qu'on fait nous. Et c'est inimaginable pour l'instant. Encore une fois, tout peut changer, mais d'imaginer ça pour un téléphone portable. C'est-à-dire qu'on a besoin d'énormément d'énergie pour envoyer un message sur un téléphone ou ne serait-ce que communiquer oralement. D'accord. Je vais revenir un petit peu alors quand même sur le bras de fer qui oppose depuis des années Sigfox aux grands opérateurs mobiles. Donc en fait, concrètement, les opérateurs mobiles, c'est vrai qu'ils ne se sont pas lancés au début spontanément dans l'Internet des objets, ils n'ont pas été aussi pionniers que vous, mais ensuite, ils ont vu qu'il y avait une opportunité économique importante, et puis les opérateurs de télécommunications, aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone ou un abonnement Internet, donc on est sur un secteur qui est déjà extrêmement mature. Et ils ont vu cette opportunité de l'Internet des objets et ils ont décidé d'y aller après coup. Donc ils ont notamment lancé une solution via un consortium qui s'appelle le consortium LoRa, qui propose une solution qui est assez similaire à la vôtre. Donc en France, par exemple, on a Orange et Bouygues Télécom qui travaillent, qui montent un réseau LoRa qui est directement concurrent du vôtre. Comment ça se passe avec les opérateurs? Parce qu'il y a un bras de fer, vous êtes en concurrence avec eux parce qu'ils essaient de récupérer l'Internet des objets dans leur giron. Mais de l'autre côté, vous collaborez aussi avec certains grands opérateurs. D'ailleurs, il y a 1 an, je crois, vous avez passé un partenariat avec SFR en France. Comment ça se passe? Où en sont vos relations avec les opérateurs traditionnels, entre guillemets? La question est bonne, vous allez voir pourquoi elle est stratégique à l'échelle même de la France et de l'Europe. C'est que les opérateurs télécoms, comme je le disais tout à l'heure, ils se sont dit notre prochaine relais de croissance, c'est l'Internet des objets. Ils ne savaient pas imaginer que quelqu'un puisse rentrer dans ce jeu-là, aller vite, parce que quand même, en espace de 6 ans, on a construit 47 pays. Et on couvre 1 milliard de personnes, donc on a une couverture meilleure même qu'Orange en France. Alors on ne fait pas la même chose, on passe des petits messages. Alors ça, je ne l'ai pas mentionné, mais notre particularité, c'est on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, et on va passer des petits messages, comme des SMS, le Twitter de Télécom, où on peut trouver des analogies, donc on est concentré sur les petits messages. Vous verrez que des petits messages peuvent amener un jour à devenir le maître des télécoms en général. Mais aujourd'hui, on est vu pour les petits messages. Et donc les opérateurs, quand ils ont vu Sigfox arriver, au départ, ils n'ont pas pris au sérieux. Puis au fil du temps, ils se sont dit quand même, ce qu'ils font, ça fonctionne. Il faut qu'on mette quelque chose en place. La GSMA ou le 3GPP, qui sont les grands organismes, les grandes associations qui gèrent les opérateurs, ont cherché vite à développer un standard. Ils ont développé NB-IoT, LTEM, qui sont des standards pour adresser la problématique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la future 5G. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, qui est pas réaliste, qu'il faudrait qu'on prenne en compte aussi. Mais ils cherchent des solutions, mais en venant d'un truc hyper complexe, en essayant de simplifier à la marge, mais ils ont toujours un truc trop complexe. Et la donnée, ils la produiront de façon beaucoup plus chère, X fois, un facteur largement supérieur à 10 ou à 100. Donc, et en même temps, ils se disent, bon, attends, il y a un truc qui s'appelle LoRa, c'est une boîte américaine, Semtech, qui fabrique ces composants-là. Ils essayent de développer un réseau LoRa. Sauf sur une techno française d'ailleurs, initialement. Qui a été rachetée, qui est rachetée par une boîte américaine. Et donc, ils essaient de pousser ce réseau-là, mais qui ne marche pas. Enfin, moi, je suis prêt à prendre un pari dans cette salle et dire que ça n'arrivera jamais, parce que même des comptes comme Orange achètent la collectivité chez nous en poussant frontalement au marché qu'ils font du LoRa. Et ça fait quand même, si on prend tous les communiqués de presse depuis un paquet d'années, ils sont censés avoir un réseau cette année. L'année dernière, c'était le cas, et l'année prochaine, on verra. Donc, et là, c'est une posture qui, à mon avis, est contre-productive. Non pas pour Sigfox, moi je serais même prêt à lâcher toute l'utilisation de Sigfox pour prouver en quoi ce qu'on fait nous, ça a dépassé aujourd'hui le cadre de la société Sigfox. C'est un enjeu de souveraineté européenne. C'est la donnée, les opérateurs l'ont laissé partir, mais magistralement, c'est même, je pense, c'est pitoyable à leur échelle n'a pas été capable d'anticiper ça. Et maintenant, on appelle ce qu'on appelle les OTT, over the top. C'est les Facebook, les Amazon, les WeChat, les WhatsApp. Ils récupèrent toutes les données. Les opérateurs sont des purs fournisseurs de tuyaux. Je ne dis pas que ça n'a plus de valeur, mais la valeur, elle est partie au-dessus. Ils ont laissé partir la valeur que nous, on produit, chacun d'entre nous. Et donc là, si on laisse faire, ça va être la même histoire sur les données
qui ne sont pas les données produites par l'humain. Donc nous, c'est pas de faire un combat local, franco-français, c'est d'avoir cette vision de dire toutes les industries de la planète, les vôtres, le pétrole, etc., ils sont tous des producteurs de données. L'opérateur, une vraie stratégie d'opérateur, et ça devrait être le cas d'Orange, c'est pas de faire une banque en ligne. C'est pareil, ça sera marginalement un bénéfice, voire une perte pour eux. Par contre, ça sera de devenir le partenaire de toutes les industries françaises et européennes pour les aider à préparer leur transformation, parce que tout le monde est face à une transformation aujourd'hui à cause ou grâce au digital. Et l'opérateur, les télécoms, c'est le canal, c'est le vecteur de cette transformation-là. Donc l'opérateur doit être au service de chacun d'entre vous pour vous aider à atteindre la prochaine étape de vos entreprises et fournir des services pour vous dans une posture de partenariat et pas d'arrogance. Et donc, c'est ça. Et ces tuyaux-là, on peut les construire ensemble. Nous, on a définitivement créé, à mon avis, cette infrastructure la moins chère, la plus optimisée pour les petits messages. Mais il y a aussi des grands messages. Une caméra ou autre a besoin de beaucoup plus de débit que ce que nous, on peut fournir. Donc, c'est vraiment un partenariat en disant il y a plusieurs besoins dans les communications. Et si on s'associe, on crée une vraie offre, ce qu'on appelle un tableau de bord de toutes les industries. Pour vous, comme pour la France, comme pour l'Europe, c'est le moyen colossal d'être ce qu'on appelle des disrupteurs ou des ubérisateurs. C'est le mot Uber qu'on a subi. On pleure parce qu'on a Uber qui est venu nous piquer nos taxis. Airbnb ou Booking.com qui est venu ponctionner la marge d'Accor et autres. C'est fait, on peut pleurer, mais on doit être dans une posture de conquête. Offensive et pas défensive. Donc pour moi, c'est ce que les opérateurs devraient faire. Ils devraient être là pour dire, OK, on va travailler avec vous, on va vous fournir une infrastructure pertinente pour que vous puissiez être, vous, à la conquête du monde, sur vos vecteurs, sur vos métiers. Moi, je ne connais pas votre métier, il y a tellement de métiers qu'on ne peut pas s'improviser à votre place. Par contre, ce qu'on peut faire en tant qu'opérateur, et ça devrait être le rôle de l'opérateur historique qui a une infrastructure, qui a des moyens, etc., c'est de prendre cette posture-là et de vous aider à vous transformer. Et vite. Parce que je pense qu'on peut ubériser le monde, nous, si on est bon et si on est rapide. Alors sur la conquête des données, justement, on sait très bien que l'Union européenne a perdu la main, en tout cas a perdu une grosse première manche face aux GAFA américains. Et on a l'impression qu'il y a quand même un double discours à Bruxelles. C'est que d'un côté, ils nous disent c'est génial avec l'Internet des objets, en grossissant le trait, on a une opportunité unique de reprendre la main sur un paquet de données absolument colossal et dont on a besoin. Mais de l'autre côté, les données, on ne peut pas en faire n'importe quoi, il y a les histoires de privacy, et donc il faut réguler. Et en fait, à Bruxelles, on est tiraillé entre ces deux choses-là. Et je voulais avoir un petit peu du coup votre avis là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut réguler, mais avec parcimonie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pour ceux qui me connaissent, moi je suis plutôt un peu celui à disrupter à attaquer plutôt qu'à me défendre. Parce que la GDPR, c'est bien, le principe de précaution, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on a dans notre ADN, qu'il faut qu'on se libère, qu'on se débarrasse de tout ça. Il faut être des conquérants. Il faut pas avoir peur. Tous ces principes qui nous une espèce de force de fausse pudeur, etc. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on soit des conquérants et qu'on inverse les choses. Le GDPR, on ne doit pas protéger. On doit pas se protéger. Par contre, on doit changer les choses. Et, typiquement, vous, comme moi, on a un mobile, on navigue sur Internet, on crée de la donnée tous les jours, en permanence. Ce que je propose, moi, à un acteur des télécoms, ou comme stratégie télécom dans le monde, c'est de bloquer ces données-là dans vos mobiles, dans votre box, et de vous afficher qui vous êtes. C'est quoi votre valeur sur Internet ? Quand vous naviguez sur Internet, vous créez des données. Et maintenant, avec l'IA, avec un peu de technique, et c'est faisable, là, je ne parle pas de science-fiction, on est capable de vous profiler. Dire voilà, au fur et à mesure qu'on fait des mails, des SMS, on va sur Internet, etc., on crée son propre profil. On crée un stéréotype de ce qu'on est. Et ça, si on fait ça, et je vous expose qui vous êtes, et je vous dis, voilà, si tu partages une partie de toi, qui est celle-ci, ou celle-là, ça te rapportera 10 € par mois, 50 € par mois, etc. Et ta box, ça va être une structure non plus une structure où tu payes de coûts, mais ça va te rapporter. Ta box, on va te payer pour l'avoir. Et ton téléphone aussi, en partie. Ou alors, tu ne veux rien laisser passer à l'extérieur,
Et tu paieras ton abonnement, tu paieras ton téléphone, ta box. Et là, on inverse complètement les choses. On rentre dans une posture de conquête et on va bloquer les données qui arriveront chez Google ou chez Amazon ou Facebook. Et ça, si on fait ça, il n'y aura pas ce qui arrive en ce moment avec Criteo. Si vous avez entendu ce qui se passe sur Criteo, qui est une très belle boîte française, qui a atteint le milliard ou les quelques milliards il y a pas très longtemps à la bourse de New York. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'Apple ferme les robinets, tout doucement les données. Et la boîte, elle a perdu 30% en bourse récemment. Parce qu'Apple a coupé un robinet. Demain, si Google coupe un robinet, et un autre, Criteo est mort. C'est une belle boîte française. Mais ils étaient en train d'utiliser des données qui appartenaient à Apple, à Facebook et consorts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on peut pas laisser passer. Enfin, là, on est dans une posture, encore une fois, attentiste. Alors que si on inverse les rôles, mais en disant voilà, maintenant on bloque les données dans les, mais pas les bloquer parce que les Google sont vilains. Non, on les bloque parce que on inverse les choses. On dit voilà, et ça. On va créer énormément de valeur. Et ça, dans les mobiles, dans les portails, dans les box, etc. C'est ces postures-là qu'il faut avoir. Et là, on va, entre guillemets, nous, et je pense que ça peut être très viral, si on va faire ça, si un opérateur français digne de ce nom était capable de prendre ça à grande échelle, ça créerait une vraie révolution dans le monde. Et là, on affaiblirait les GAFA, et les BATX et les consorts. Et c'est des postures comme ça qu'il faut. On a l'intelligence pour le faire, on a les technos pour le faire. Maintenant, il faut le faire. En fait, ça existe déjà. En Espagne, par exemple, Telefónica, qui est le Orange espagnol, a mis en place une troisième plateforme où justement, il laisse... c'est une plateforme qui permet à chaque utilisateur de savoir quelles sont les données qu'il génère et ensuite de pouvoir éventuellement les revendre à des entreprises, à des startups, mais tout en sachant précisément quel jeu de données ils partagent et à quoi ça va servir et quelle rémunération il va y avoir en face. Est-ce que ça, vous pensez justement que ça moi, Telefónica, c'est aussi un de mes actionnaires. J'en ai 28, j'ai pas fait la liste, mais j'en ai beaucoup. Et c'est bien, c'est l'approche que je préconise. Mais c'est encore fait, malheureusement, comme les opérateurs, ils vont pas au bout. Orange a voulu faire sa tablette à une époque, a voulu faire son Skype à une époque, etc. Mais ils font des bouts de trucs. Mais c'est pas managé comme des entrepreneurs. C'est pas managé à la mode start-up où on crée quelque chose de. Donc ils ont fait une partie du chemin qui est très bien, mais il faut aller un peu plus loin. Il faut être encore plus agressif et le marketer plus fort parce que encore une fois, j'ai pas les chiffres, mais je pense que Telefónica, ce qu'ils ont fait, c'est à la marge, enfin, c'est à côté. C'est quelque chose c'est une très bonne initiative et je pense que ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit. Mais il faut aller plus loin. Il faut les mettre dans les box. Il faut même pas. Faut que ce soit quelque chose qui soit marketé. Produit beaucoup plus fortement que ça l'est aujourd'hui. Mais le problème des opérateurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont parfois eu plein de bonnes idées. Hein, et je pense que dans les labos d'Orange ou dans ces boîtes-là, il y a des gens très compétents, très brillants, mais ils n'ont pas la même faim, la même hargne que quand c'est vient d'une start-up. Pourquoi aujourd'hui Sigfox en est là? Parce qu'on a faim, on a mangé des pâtes pendant 7 ans, on a besoin on est dans un mode hyper agressif parce que c'est un mode de survie. On n'est pas assis sur un fauteuil bien chauffé, etc. Et c'est comme ça qu'on crée de ce qu'on appelle la disruption. Ce terme-là est hyper galvaudé, mais c'est comme ça qu'on sort les tripes et qu'on arrive à faire quelque chose de puissant. Et donc il faudrait peut-être que ces grands acteurs-là travaillent de façon plus proche et d'égal à égal avec des boîtes qui se créent comme les nôtres. Parce qu'on n'est pas meilleur qu'eux, mais on a un ADN, on a des contraintes qui nous poussent en mode survie à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et beaucoup plus agressif parce que moi, quand je communique, j'ai pas un actionnaire qui va me dire tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Et on a besoin des fois d'être agressif dans la communication pour progresser très vite et aller prendre ce qu'on appelle hacker, aller prendre des départs de façon virulente et rapide. Quand on est dans un grand groupe, il y a toute une policy à respecter qui fait que ça avance pas à la bonne vitesse. Donc l'enjeu, c'est d'aller collaborer mais étroitement et d'égal à égal avec ces startups qui, elles, vont pénétrer plus vite, plus fort, et pourquoi pas après les racheter parce qu'à un moment donné, ça peut être intéressant de consolider. Mais il faudrait aussi avoir cet état d'esprit. Donc aussi bien à Telefónica, que je connais bien aussi par ailleurs, on bosse avec eux, mais c'est tout de suite compliqué. C'est-à-dire que là, on rentre dans deux mondes différents. Et quand je dis ça, je suis pas critique, parce que je pense qu'on a des masses d'entreprises qui sont différentes. Et l'agilité, c'est clé. Et je pense aussi, moi, dans une entreprise, on doit rester agile. Dans des grosses boîtes, il faudrait que les boîtes restent toutes petites.
et fonctionne un peu à l'instar par biomimétisme. Comment fonctionne notre corps humain? C'est par multiplication de cellules, et puis ces cellules-là ont le même ADN, et elles travaillent ensemble, mais chacune d'entre elles garde son agilité, sa performance. Donc il faudrait que ça se passe comme ça. Bon, quand on a un groupe de centaines de milliers de personnes, revenir à un groupe de 100 personnes, plein de groupes, ça peut compliquer, je l'accorde. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas être aussi utopique que ça, il faut revenir, et ça c'est faisable, à une vraie collaboration entre des startups et des groupes qui, eux, ont le reach, enfin, qui ont la puissance de déploiement, qui ont des moyens, mais il faut qu'ils travaillent d'égal à égal, sans arrogance, etc. Et si on fait ça, déjà, je pense qu'on peut prendre des postures de conquête que je mentionnais tout à l'heure, et l'opérateur télécom doit avoir cette approche-là. Aujourd'hui, c'est lui, dans un pays comme le nôtre, et à l'échelle européenne, les opérateurs ont un rôle fondamental à tenir. S'ils ne tiennent pas, ils vont nous transférer dans un désert numérique. Laurent Alexandre le dit mieux que moi avec des mots plus agressifs, mais moi je propose une solution. Je propose une démarche pour aller contrebalancer cette menace qu'on a, et je pense qu'il n'est pas trop tard. Je ne veux pas être défaitiste, je pense qu'on a beaucoup d'atouts, et par contre il faut qu'on change notre état d'esprit et être non pas dans cette GDPR dont on parle, mais être dans je pourrais fomenter, mais un mode offensif. Je reviens sur l'agilité et puis la collaboration avec les startups. C'est la raison pour laquelle à Toulouse vous avez lancé un cluster avec l'idée, en tout cas l'objectif à moyen terme, d'en faire une espèce de Silicon Valley de l'Internet des objets, et de ne pas être justement une grosse structure qui se contente de racheter des startups au gré des opportunités. Ouais, dès le départ, quand on a créé Sigfox avec Christophe, je me suis dit ça serait un truc mondial. La vision, et je ne vais pas la faire jusqu'au bout parce que ça va vous faire peur, mais on s'est dit dès le début que ça devait être gigantesque, et qu'on avait créé cette couverture autour de la planète qui permettra d'inventer des cas d'usage qu'on n'imagine même pas. Rappelez-vous, il y a 10 ans, un peu plus, quand Apple n'avait pas encore sorti l'iPhone, et on n'imaginait pas toutes les applis qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise, la puissance de ce que ça représente. L'Internet des objets, l'histoire se raconte à nouveau. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a fait cette couverture de la planète, et qu'on est capable de produire pour 50 € ou même moins les premières applications, donc il va se passer des choses, il va y avoir des nouveaux usages, des nouvelles applications qui vont se créer, parce qu'on va mettre des capteurs partout, on va transférer des données, on va inventer des nouveaux usages, des nouvelles applications. Et c'est colossal. C'est même peut-être plus colossal que l'étape d'avant. Donc pour faire ça, il faut éduquer les startups, il faut leur permettre de leur donner des outils, leur permettre de donner un contexte d'incubation qui va les aider à grandir vite, et en espérant qu'elles se financeront plus vite que moi je me suis financé. Faire 5 tours de table en 6 à 7 ans, c'est colossal, c'est une énergie énorme, et je l'ai fait en abandonnant mes propres intérêts. C'est-à-dire qu'en termes de dilution, je ne vous fais pas le schéma, mais faire 5 tours de table pour arriver à trouver 300 millions, à chaque fois c'est de la dilution. On imagine 30% de dilution, c'est pas tout à fait le cas, mais par tour, à la fin, en tant que fondateur, on est hyper dilué. Mais je voulais le faire en restant en France. J'ai pas voulu partir on appelle des sirènes et passer de l'autre côté de l'Atlantique, et faire plutôt que 5-6 tours, faire 2 tours, garder beaucoup plus de capital, et que ma boîte soit américaine. Donc on l'a fait comme ça, et Christophe et moi, on n'est pas du tout dans l'aspect patrimonial, on est plutôt dans l'aspect projet qui a du sens, et dans une notion de souveraineté. Donc on l'a fait comme ça. Mais c'est dur, c'est pas le problème de la dilution qui est le plus dramatique, c'est l'énergie qu'il faut passer, et ce qu'on perd en termes d'énergie perso, de point de vie, à faire un truc pareil. J'aimerais qu'à l'avenir, les startups fassent ça avec 10 fois moins d'énergie que celle qu'on a dépensée nous pour y arriver. Et donc, l'écosystème dont on parle, l'IoT Valley, c'est aussi ça, c'est comment les aider à y voir clair plus rapidement possible, accéder au marché, parce que je pense qu'un des enjeux, c'est de faire venir des personnes, des grands comptes de tout horizon, de tout métier de la planète à un endroit régulièrement, pour qu'ils rencontrent ces boîtes-là, découvrent ce qu'elles font, et leur permettre d'accéder à ces marchés-là. Et effectivement, les aider à se financer, parce que quand on crée un point d'éclairage à un endroit, et si on est bon, on va faire venir d'autres acteurs, et puis on va grandir. Et l'IoT Valley, effectivement, aujourd'hui, elle est centrée à Toulouse, à la Beige. Je ne rentrerai pas dans les détails de la Beige-Toulouse, mais l'idée, c'est que si on était bon, on pourrait relier Bordeaux à Montpellier, quoi. Et avec cette grande Silicon Valley française, c'est faisable tout ça.
De même que Il y a quand même un point noir, c'est au niveau des pouvoirs publics, c'est jamais très facile, c'est assez difficile, même pour vous depuis le début, d'arriver à développer ça. À un moment donné, vous avez pas hésité à dire que si vous ne pouviez pas mettre en place ce cluster en France, vous iriez peut-être voir ailleurs. C'était un peu provoque aussi pour faire réagir un petit peu, j'imagine, les pouvoirs publics au sens large, mais c'est pas si simple. Non, c'est pas que de la provoque, c'est que moi je suis quelqu'un d'engagé, donc j'ai cette contrainte de souveraineté en tête, mais en même temps, je suis loyal, c'est-à-dire qu'on m'a confié 300 millions et je dois les rendre avec un bénéfice. Donc je suis partagé entre ça. C'est-à-dire que mon but, et je l'ai dit à mes actionnaires, c'est pas de leur retourner le plus gros TRI possible, c'est de leur donner un TRI qui est dans les bonnes valeurs du marché, mais ce qu'il y a au-dessus, que je pourrais créer, je veux me garder pour créer du sens et défendre la souveraineté européenne. Donc c'est ça mon point. Et donc, si on met des bâtons dans les roues en permanence, à un moment donné, et que ça met en péril le fait de pouvoir délivrer ce TRI à mes actionnaires, bah, je partirai. Mais je dirais, à ce moment donné, je ne peux pas non plus à l'impossible, voilà, nul né, je sais pas quoi, tenu, voilà, merci. Et j'ai fatigué ce matin, c'est toujours dur le matin pour moi. Et donc, c'est ça, mon combat, il est là. Donc c'est à la fois, j'essaie de faire ça mieux possible. Si on continue, certains opérateurs continuent à dire des âneries pour essayer de nous ralentir, pour créer un espèce de brouillard, pour nous empêcher d'avancer correctement, et que c'est trop lourd, bah, on partira. Mais je pense qu'on a maintenant dépassé cette étape-là, où et à Toulouse, on arrive à peu près maintenant à se mettre d'accord pour faire quelque chose d'ambitieux. Donc il y a un projet de cinquantaine de millions d'euros qui a été signé avec la région pour commencer à mettre en place, à rendre concret cette IoT Valley, enfin encore plus concret parce qu'elle est déjà. Donc non, je pense qu'on avance quand même pas mal, mais on peut avancer plus vite. Et moi, aujourd'hui, j'en suis un cran au-delà de ça, c'est que j'essaie aussi de travailler à Angers avec la Cité des objets connectés, avec Christophe Béchu, qui est le maire d'Angers, pour dire, c'est une ville qui a connu, alors, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, un essor sur l'électronique. C'était connu pour ses compétences dans ce domaine. Et c'est parti en Chine, tout ça. Encore une fois, on a laissé partir ça. Alors, c'était sûrement compliqué de réagir à l'époque. Mais aujourd'hui, moi, je propose de refaire d'Angers le Shenzhen européen. Et c'est possible. Alors, encore une fois, on a une fenêtre de tir. Ça pourra avoir aussi dans vos industries un impact. C'est que si on pourrait reproduire les capteurs, les composants dont vous avez besoin pour vos infrastructures, pour vos équipements, on peut les reproduire en France parce que, encore une fois, l'Internet des objets arrive et on peut mettre la connectivité dans ces objets-là sans changer leur prix. Donc, quand je dis leur prix, les composants qui sont dedans, et on leur donne beaucoup plus de valeur. Donc, même si en les produisant en Angers, on augmente de 10-15 points, et je pense que ce sera moins que ça, le coût de production, la valeur qu'on va créer en mettant la connectivité dedans est supérieure à ça. Donc, il y a une pertinence à recréer, à reproduire ici. L'exemple que je donne qui parle assez bien, vous avez tous plus ou moins chez vous des centrales météo avec un capteur que vous mettez dehors, un petit écran que vous avez chez vous qui vous donne la température, la pression atmosphérique extérieure et la température intérieure. Ça c'est vendu par les Chinois sous blister sur les sites web à moins de $10. Et le coût de production est autour de 2-3 $. Donc ça, vous avez un équivalent aujourd'hui qui s'appelle le Netatmo ou d'autres qui va 120 € ou 120 $, parce qu'ils font la même chose, mais l'information, vous l'avez sur votre mobile. Donc 10 $, c'est en local sur un petit truc en plastique et avec un petit écran, 100 $ ou plus sur votre mobile. Ma proposition de valeur, c'est de dire aujourd'hui, on sait faire, en gardant l'équipement chinois à 10 $, on sait envoyer la donnée sur votre mobile. Donc on a créé 90 $ de valeur immédiate. On peut en prendre une partie pour les reproduire en France. Et ça, quand je vous dis ça, c'est valable aussi pour les ampoules connectées. Vous avez Philips qui fait des ampoules connectées à 50 €, 40 €. Donc imaginez un immeuble comme celui-là, il va y avoir des milliers d'ampoules. Ça commence à faire un peu cher en éclairage. On est capable aujourd'hui de faire des ampoules connectées quasiment au même prix qu'une ampoule non connectée. Imaginez ce que ça signifie si dans tous les foyers en France, dans le monde, et dans tous les immeubles comme celui-ci, on connecte les ampoules. C'est une valeur de data colossale. C'est des nouveaux services, c'est des nouveaux gains de consommation d'énergie. Et ces ampoules-là, on pourrait les produire en France.
Et je pourrais continuer sur d'autres exemples comme ça. Et ça, c'est l'enjeu sur lequel on est aujourd'hui. C'est l'enjeu sur lequel moi je travaille. Parce que ce combat-là, on va le faire à Angers. J'ai un autre projet pour Bordeaux aussi. C'est ça, c'est de pas faire ça à Toulouse. À Toulouse, on a l'infrastructure, c'est le cœur de Sigfox, c'est le siège. Donc on va construire autour de ça. On va construire aussi à Angers. J'espère aussi à Bordeaux autre chose. Parce que Bordeaux, ça va être plutôt le retail. Parce qu'il y a aussi le retail, on a laissé Amazon, on a laissé Alibaba arriver. C'est une espèce de tsunami qui arrive. Et je ne sais pas comment on va sortir. On voit Carrefour en ce moment, ils font des alliances avec eux, mais c'est l'alliance de la dernière chance, quoi. Je pense qu'il y aurait peut-être un moyen de les combattre. Mais comment on les combat, pour moi, encore une fois, il y a des moyens de contournement. Mais faut y aller fort. Il ne faut pas y aller avec des pièges jaunes. C'est ces combats-là, moi, que j'essaye de mener, parce que je pense qu'il c'est encore temps. Mais par contre, je suis là pour vous le dire, à vous de relier cette information-là, mais il y a encore temps de se battre, et je ne suis pas du tout dans une posture d'alerte, etc. Moi, je suis plutôt dans le monde offensif, vous l'avez entendu, mais aussi hyper optimiste. Mais par contre, il faut quand même qu'on se réveille, et que par rapport à ta question sur les pouvoirs publics, etc., il faut qu'ils aident, parce qu'à un moment donné, faire un 100 mètres avec un sac à dos, c'est un peu compliqué pour aller battre Carl Lewis, je ne sais plus, c'est plus lui, non, c'est plus Carl Lewis, Ben Johnson ou autre, mais voilà, c'est ça l'enjeu pour moi. Nous chargeons pas trop la mule, et aider ceux qui aujourd'hui capables de faire cette révolution. Faut leur donner de l'espace et de l'énergie. Alors vous, pour le coup, dans votre domaine, la Chine, vous connaissez pas mal, vous signez même des gros contrats là-bas. Là, récemment, vous avez signé un contrat de 300 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus. Donc c'était d'euros à Chengdu, dans le Sichuan. Donc c'est pour un projet auprès des personnes handicapées. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Personnes âgées. C'est un bon exemple de collaboration française, notamment avec notre cher président. La Chine a un vrai problème. Ils ont 200 millions de personnes âgées. C'est pas neutre. Et ils ont les mêmes problématiques que nous. Comment on les fait vieillir en les gardant plus longtemps possible chez eux. Et donc, une boîte française aussi qui s'appelle Senior Adom, qui a développé une solution qui, basée sur des capteurs et de l'intelligence artificielle, permet de monitorer à bas coût l'activité des personnes âgées à domicile. Donc c'est quand même aussi vachement intéressant. Donc, il se développe un peu en France aussi. Mais compte tenu de l'enjeu en Chine, on s'est dit il y a un truc à faire. On a monté depuis il y a 6 mois à peu près l'offre avec Senior Adom et Sigfox pour avoir quelque chose qui est... vous savez tout ce que les Chinois peuvent copier, mais on a fait quelque chose qui est très très bas coût et assez technologique. Donc je pense qu'on a un bon projet. Et avec ça, en bout de 6 mois, on a réussi, avec l'aide de l'ambassade, avec l'aide de l'ambassade de France à Pékin, et plus l'ambassade de Chine en France, il y a une bonne collaboration, il y a une vraie volonté, une vraie problématique chinoise. Et on s'est dit, il y a en perspective, il y a la visite présidentielle en janvier. On va essayer de faire en sorte de préparer ce projet-là, trouver un moyen de trouver un effet cliquet, parce qu'en Chine, pour des boîtes comme nous, s'il n'y a pas une validation à très haut niveau, c'est compliqué, parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Huawei, qui veut la mort de Sigfox depuis longtemps, parce que ça le dérange énormément. Il a fait son lobbying pour essayer qu'on ne soit pas sur la photo devant les présidents. Gros équipementier de télécommunications. Ouais. Et donc, il y a eu, c'était autour du 9 ou 10 janvier, la visite présidentielle. Et il y avait 19 contrats qu'on devait signer, dont 5 devant les présidents. Et pour être dans ces 5-là, ce qui était le cas de Sigfox, il a fallu quand même batailler fort, parce qu'il y avait quand même, au niveau des protocoles, des échanges, donc des fois on était sur la liste, on n'était plus, etc. Et je pense que là, Emmanuel Macron et ses équipes ont fait un travail remarquable pour faire en sorte qu'on signe devant Jinping, et donc Emmanuel aussi, qui nous a donné un élan énorme, parce qu'après, j'ai parti à Chengdu pour finaliser le contrat avec le maire de Chengdu. Et maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train d'installer, on va installer dans les mois et années qui viennent, le réseau sur d'abord les 20 plus grandes villes chinoises. Et ensuite, on va déployer ce système de Senior Adom dans ces grandes villes-là et aller connecter des millions de personnes âgées en Chine. Et donc, je pense que là pour le coup, on est en mode conquête. Et une fois qu'on a fait ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre d'autres startups, parce que les personnes âgées, c'est un cas d'usage. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Donc l'idée maintenant, c'est
une fois qu'on aura ce réseau-là dans les plus grandes villes chinoises, c'est d'inviter d'autres startups, d'autres acteurs économiques à venir plugger leurs valeurs sur ce réseau. Donc cet esprit de conquête, je pense que Emmanuel Macron ne l'a pas fait pour Sigfox. Il l'a fait pour, à mon avis, mettre un pied en Chine sur une infrastructure qui va être une infrastructure de construction d'un écosystème français, européen, dans ce pays où c'est quand même assez compliqué parfois d'y rentrer. Et c'est ça qu'on devrait faire plus souvent et faire à échelle encore plus grande. En fait, finalement, dites-moi si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que vous fonctionnez en Chine comme vous avez fonctionné aux États-Unis, c'est-à-dire vous commencez, on arrive à rentrer sur le marché, on couvre les principales villes, on met en place des solutions qui fonctionnent et ensuite on arrive à se développer, à couvrir le reste du pays petit à petit. C'est un peu ça l'idée ou pas? Tout à fait, parce que ce sont des grands pays en termes de surface. Autant la France, on a investi 5 millions pour couvrir la France. C'est pas beaucoup d'argent, mais on a une couverture, comme je vous dis tout à l'heure, meilleure en surface que les opérateurs télécoms avec seulement 5 millions. Et je pense que dans ce qui leur concerne, c'est des milliards pour couvrir la France. Donc à l'échelle de la Chine, ça serait non pas 5, mais au moins 10 fois plus, voire 20 fois plus, compte tenu de la taille, la topologie du pays. Donc c'est vrai, pour démarrer, il faut démarrer par des grandes agglomérations. Il y a Chengdu, je crois que c'est 20 millions d'habitants. Donc c'est un tiers de la France sur une seule ville. Donc voilà, donc on commence par ces villes-là, puis après on va essayer d'étendre. Aux États-Unis, on a fait pareil sur les plus grandes villes. Puis maintenant, on essaye d'accroître ça. Mais ce qu'on va lancer aussi, parce qu'on a un partenaire qui s'appelle Eutelsat, c'est aussi une société française qui fabrique des satellites. Et là, on a un satellite en construction qu'on va mettre en... Je pense qu'on va devoir... Sigfox, un satellite Sigfox avec Eutelsat. Ah oui, mais il sera un satellite Sigfox. L'idée, c'est qu'avec Eutelsat, on va mettre en place ce satellite. On va le tester d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Il va tourner autour de la Terre et puis on va commencer à finaliser la mise au point. Et dès que ça sera fait, on en lancera 6 ou 7. Donc ça veut dire qu'on aura la couverture de la planète. C'est pour l'instant les océans, les déserts, les pays comme la Chine, la Russie et autres, il y a beaucoup de vide. Donc aller mettre des antennes dans le vide, enfin dans le vide, là où il y a peu de personnes, c'est pas rentable. Donc le satellite va faire ce job-là. Et par contre, le satellite ne peut pas couvrir des grandes agglomérations parce qu'il serait vite saturé par des millions d'objets. Aujourd'hui, on a plusieurs millions d'objets qui communiquent en permanence tous les jours, donc un satellite ne suffirait pas. Il serait saturé. Même avec des messages très courts. Même avec des messages très courts. Donc le satellite, c'est bien pour tout ce qui est zone peu dense. Et mais voilà, c'est quelques satellites qu'on mettra en place avec Eutelsat, plus l'infrastructure terrestre qu'on met. On va finir cette couverture de la planète. Donc il n'y aura pas 1 mètre carré de cette planète qui ne sera pas couvert. Avec une capacité avec quelques microwatts ou quelques millièmes de watts et des composants à 20 centimes d'envoyer des données. Donc, si je pouvais, si j'avais les moyens, je mettrais ce réseau-là dans le patrimoine de l'humanité. Ça veut dire que tout le monde pourrait demain de transférer des données sur un cloud qui appartiendrait à tout le monde. Et on est en ce moment en Mexique, une équipe au Mexique pour les tremblements de terre. Donc on est en train d'équiper toutes les failles de petits capteurs à $10. Aujourd'hui, les systèmes de sismiques sont à $100 000 pièce. Donc il y en a quelques dizaines, mais c'est tout. Nous, on est passé de 100 000 à 10 euros, à $10. Donc on va en mettre plein partout. On commence par le Mexique. Et on va essayer de pouvoir gagner 2-3 minutes, si possible, dans ce qui est alerte de séisme. Et ça, c'est un nombre de vies colossal. Donc c'est ça l'enjeu de ce qu'on fait. Donc il y a un côté économique important, mais il y a un côté sens aussi. On a couvert des réserves au Zimbabwe et autres pour essayer de réduire la disparition des rhinocéros. Donc c'est des causes qui sont environnementales, sociétales, parce que c'est pas cher et parce qu'on a besoin aussi d'amener du sens en plus de l'économie de ce réseau. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire. Et c'est aussi ce message que je passe à chacun d'entre vous, c'est qu'il faut aider à la fois qu'on soit des conquérants, et en même temps, il faut qu'on essaie de voir comment cette association qu'on a créée, la fondation qu'on a mis autour de Sigfox, comment on peut aussi trouver des donateurs qui vont nous aider à prendre en compte plus de causes que ça, parce que le séisme, c'est la première. La première, c'était les rhinocéros, le séisme en deuxième. Et après, il y a d'autres projets sur tout ce qui est, on parlait en ce moment, c'est dénonce ton peur, ou je sais pas quoi, là, dénonce ton... Bah, voilà. Je pense qu'on pourrait faire des bracelets d'alerte qui soient à $2-3, qui permettraient d'envoyer
pour des personnes en difficulté, etc., dans des cas voilà, pour transmettre sur un serveur et autres. Il y a plein de causes sociétales, environnementales, humaines qu'on peut adresser dès l'instant qu'on a quelque chose qui est simple, pas cher, et qui peut être financé par des associations comme ou des fondations comme celles qu'on a créées. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dérivé, mais c'était en lien avec ta question de départ. Mais... Non, j'aurais une dernière question avant de passer au vôtre. Mais je me demandais, en fait, est-ce que vous travaillez aussi sur des plateformes pour centraliser un petit peu toutes les données que vous ramassez, celles que vous pouvez partager, bien sûr, parce qu'après, certaines entreprises ne veulent pas en partager certaines, et on le comprend bien, mais est-ce que vous travaillez sur un modèle de plateforme qui vous permettrait à terme de revendre peut-être une partie de ces données, mais surtout de permettre à certains acteurs qui en auraient besoin pour leur activité, pour lancer un nouveau service, de nouvelles applications, pour pouvoir leur en donner l'accès. Ce que font un petit peu les GAFA aujourd'hui, font complètement les GAFA aujourd'hui. Ouais, est-ce que derrière ça, c'est le deuxième étage de la fusée, si je puis dire? C'est une très bonne question, et effectivement, on le prépare. Parce que, en fait, l'enjeu, c'est d'agréger des données qui viennent de toutes parts. Dans votre métier, des travaux publics, vous allez générer plein de données. L'enjeu, c'est que ces données-là vous appartiennent. On ne va pas les transférer à vos concurrents, on ne va pas les partager avec vos concurrents. Donc ça, il y a un premier enjeu, c'est de les sécuriser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ces données que vous avez créées vous allez les générer, on va les stocker pour vous ou avec vous, et ensuite on peut, comme sur les photos, parfois gommer un petit peu certains aspects pour les rendre partageables. Avec l'enjeu, c'est de ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, les analytics, de prendre des données qui viennent de votre métier du bâtiment, corrélées avec des données de santé, des données environnementales, etc. On est certain que ce qu'on appelle c'est le mot anglais, la cross-fertilisation, mais la fertilisation croisée de ces données-là va amener une nouvelle valeur. Et qu'un acteur tout seul dans son domaine ne pourra pas le faire. C'est parce qu'on va agréger des données qui viennent de différents endroits qu'on va créer cette valeur-là, et on pourra peut-être la partager avec vous. À l'instar de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les box, on peut aussi vous permettre d'améliorer vos process, d'améliorer votre rentabilité. Mais ensuite, ces données-là, peut-être qu'on va être capable de les réutiliser avec d'autres pour créer une autre valeur excédentaire. Et ça, c'est un enjeu aussi de ce qu'il faut faire. Donc, et c'est aussi pour ça que Sigfox est la seule entreprise en Europe aujourd'hui à avoir cette infrastructure-là. Parce que pour une fois, la première fois en Europe, les données sont stockées chez nous. C'est quand même... donc mon but, c'est pas de devenir maître du monde et de garder pour moi, mais c'est de faire en sorte de vous permettre à vous de stocker vos données, de faire votre propre usage, mais ensuite, ensemble, voir si on ne peut pas créer des nouvelles offres, des nouveaux métiers. Et il y a des acteurs aujourd'hui industriels avec qui je travaille qui créent des nouvelles entités, des nouvelles filiales, parce qu'ils ont vu apparaître des opportunités à travers les données qu'ils généraient eux-mêmes. Jusqu'à maintenant, ils étaient soit générés, mal stockés, soit ils avaient ça à portée de main, mais ils n'allaient pas les chercher. Dès l'instant qu'on les a ramenés chez nous et qu'on leur a donné une nouvelle vie, une nouvelle existence, ils ont créé des nouvelles filiales. Ils créent des nouvelles filiales. Un groupe comme Total ou Engie, aujourd'hui, font des choses avec nous qu'ils n'avaient pas imaginé faire peut-être il y a quelques années. Donc oui, effectivement, la question, c'est l'enjeu pour nous, c'est de les stocker. Parce que c'est, encore une fois, j'ai parlé de côté offensif, on dit souvent, ouais, mais Sigfox, c'est propriétaire, etc. Ouais, mais Facebook, c'est propriétaire, Google, c'est propriétaire. Il faut arrêter cette espèce de pudeur. Non, on est là pour stocker les données et les valoriser. Ouais, mais pour moi, c'est clé. Et ça peut paraître quelque chose de dangereux ou autre, mais si on n'a pas une menace, si on n'a pas notre sous-marin nucléaire digital, on est quand même à la merci demain de plein de menaces. Donc on va le créer ensemble. Et pour l'instant, le sous-marin, on le crée nous. Mais j'appelle les acteurs qui sont dans cette salle, dans les travaux publics, mais je fais pareil quand je vois les gens de l'industrie automobile ou l'énergie, etc. Je leur dis la même chose. Et après, toutes ces données-là, on va les avoir chez nous. Et ensuite, on aura ces offres-là, on va les produire dans le monde entier. Les bénéfices, on va s'en servir pour conquérir le reste du monde. Vous sentez que le gouvernement d'Emmanuel Macron est sensible à ces enjeux de souveraineté de la data ou pas? Emmanuel lui-même, oui. Le gouvernement, je suis moins certain. Mais je pense que la réponse, elle est... Le fait qu'il y ait qu'un secrétariat d'État, par exemple, au numérique, avec Mounir Majoubi, vous le regrettez? Vous auriez préféré un vrai ministère? Un beau vrai ministère? Ça mérite, ouais. Je pense que ça mériterait largement un ministère, parce que c'est même... faut voir que
il y a plein de choses, la santé, l'économie, tout base sur le digital aujourd'hui. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou pas, c'est un fait. On peut pas lutter. Donc, et c'est quelque chose qui est pervasif, ça, qui est partout, quoi. Et donc, je pense que ça mériterait largement, effectivement, un ministère à part entière. Je veux pas être ministre, moi.